Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Céline, je suis Deployment Engineer chez OpenAI. Euh, Est-ce qu'on peut juste partager les slides? Très ravie d'être là ce soir pour vous parler de Codex. Donc Codex, c'est l'agent de code de OpenAI. Et ce soir, je vais vous montrer Codex dans un premier temps. On va faire une petite démo. Après, on va voir comment ça marche et quelles sont les décisions clés qu'on a prises chez OpenAI en construisant Codex. On va finir par un retour d'expérience sur deux cas très concrets où on a utilisé Codex à fond chez OpenAI et ce que ça nous a appris. Ok, c'était juste pour les vrais slides de la présentation. Mais, ok, très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon? Ok. Donc pour la démo, on va faire très simple. Ça, c'est l'application Codex. Donc j'ai ouvert un nouveau folder tout vide. Et je vais pas faire très compliqué. Je vais demander à Codex de me construire un jeu. Mais la particularité de ce jeu, ça va être que le thème va être le groupe XIA. Et pour qu'il ait un peu de référence et de contexte, je lui passe un lien vers un article qui parle de XIA. Maintenant, je vais laisser tourner pendant que je fais ma présentation, ce qui veut dire que bah, je ne pourrai pas check ce qu'il a fait et je ne pourrai pas lui donner du feedback. Donc, je vais lui donner un moyen de faire ça lui-même. Donc, je vais passer en contexte une skill. Une skill, c'est un ensemble d'instructions et de scripts qui va être loadé dans le contexte du modèle et qui va lui apprendre à faire quelque chose en particulier. Donc, en l'occurrence, ici, ce skill-là, Playwright Interactive, ça va apprendre à Codex comment lancer l'application qu'il va construire, faire des tests dessus, prendre des screenshots peut-être, et itérer sur ce qu'il fait. Donc voilà, je vais lui envoyer tout ça. On va... OK. Donc là, il me dit qu'il va utiliser le front-end skill. Donc, je n'ai pas dû lui donner ça explicitement. Il a déjà dans la liste de skills qui sont available et il a compris qu'il doit utiliser ça. Et puis, la skill que je lui ai explicitement demandé d'utiliser. Et après, on voit qu'il fait appel à quelques outils, il fait des commandes dans le terminal. Et notamment, on voit qu'il a search the web pour l'article que je lui ai donné. Et donc, maintenant, il comprend un peu le contexte. Euh, il a repéré le no bullshit. Apparemment, c'est très important. Et là, il va me faire un plan de ce qu'il veut construire. Il va itérer dessus. Et après la presse, on va voir ce qu'il a construit. Je sais pas, excusez-moi, ça présente pas. C'est normal? Oui, mais qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Ah, voilà, ok. Cool. C'est bon. Ok. Alors, vous m'avez vu demander à Codex de me construire une application from scratch, sans écrire une ligne de code, sans avoir même un IDE ouvert. Et ça illustre un peu l'évolution qu'on est en train de voir. Donc, c'est la phase 3 de tout ce qui est agentic coding. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, dans une première phase, c'était surtout du code complete. C'était l'époque Copilot où on faisait du tab complete pour prédire la ligne suivante qu'on veut écrire dans le code. Après, on est passé à la phase 2 où on itérait sur le code en parallèle avec un agent qui est ouvert dans l'IDE. Et maintenant, on passe à la phase 3 où on peut déléguer des tâches entières à un agent, le laisser tourner pendant qu'on fait autre chose. Comment ça marche? Derrière tout ça, en fait, derrière tout agent, la brique de base, c'est juste un LLM. C'est un modèle qui va output du texte. Et ce qui fait la différence entre un agent et un autre, c'est la couche d'orchestration qui va être en top. Donc, comment est-ce qu'on orchestre cet appel à ce modèle qui génère du texte? Et ça, c'est ce qu'on appelle le harness.
Donc, le harness, ça a 3 blocs principaux. Le premier, c'est un peu le cœur de la machine. C'est là où le raisonnement se passe. C'est le agent loop. Et donc, c'est ça qui va transformer un message utilisateur en une chaîne de raisonnement, éventuellement en appelant des tools, en faisant des actions, pour au final arriver à une réponse finale. Et donc, un bloc important aussi, c'est la partie qui va effectivement appliquer les changements qui résultent de ce raisonnement. Et autour, bien sûr, on a des blocs qui assurent une expérience utilisateur plus fluide, comme par exemple le management des conversations, etc. Et une chose à savoir dans Codex, c'est que peu importe le client sur lequel on utilise Codex, donc vous m'avez vu en train d'utiliser l'application, mais on peut aussi l'utiliser dans le terminal, dans les IDE. Mais derrière, c'est la même logique. Tous les clients vont communiquer avec le même harness à travers le app server. Maintenant, je vais faire un zoom sur l'agent loop, parce que c'est la partie la plus intéressante du harness. En gros, l'agent loop, ça a 3 parties principales. Tout d'abord, l'initialisation du contexte avec l'historique de la conversation, donc tous les messages qui ont déjà eu lieu, s'il y en a, plus le dernier message de l'utilisateur. Et donc tout ça, ça va passer au modèle qui va entrer dans sa loupe de raisonnement. Donc soit il va me donner une réponse finale, soit il va faire appel à des tools et le harness va exécuter ces tools et réinjecter l'output dans le contexte du modèle. Et donc, on va boucler jusqu'à ce que la tâche soit complétée. Une chose à savoir, c'est que le message que je mets dans le chat, donc quand je lui ai demandé de me construire un jeu, c'est pas la seule chose qui va être envoyée au modèle. On rajoute des layers d'instructions qui proviennent soit du système, donc par exemple les systèmes prompts des modèles, la liste des tools auxquels le modèle a accès, soit qui proviennent de l'utilisateur lui-même, donc le prompt bien sûr, mais aussi peut-être des fichiers agents.md qui contiennent des instructions qui vont tout le temps être loadées dans le contexte du modèle. Et maintenant, basé sur ce contexte, le modèle va raisonner. Donc, il va peut-être faire appel à des tools. Et comment il fait ça? Il output des messages de type function call. Et ça va être pris par le harness. Le harness va exécuter les tools. Donc, ça peut être soit des tools qui sont built-in dans le harness, soit des tools qui sont côté serveur. Donc, dans ce cas, par exemple, le web search, c'est un tool qui est fourni par la Responses API qu'on va taper, soit des tools qui sont fournis par l'utilisateur, donc notamment à travers des serveurs MCP. En pratique, la plupart des capacités de Codex reposent sur 2 types de tools ou d'opérations. Donc la première, c'est l'exécution de commandes dans le terminal, par exemple pour découvrir le repo actuel, ouvrir un fichier, delete un fichier, etc. Soit dans la partie editing de fichiers. Donc, OK, j'ai envie de modifier ce code-là, j'ai envie de créer un fichier, etc. Et là, j'ai envie de parler de 2 décisions clés produits qu'on a faites. Côté exécution dans le terminal, en fait, traditionnellement, ça a été fait par la Shell Tool. Donc, c'est un outil qui permettait au modèle d'ouvrir une session dans le terminal, mais c'était fait en one shot. Donc, il pouvait faire ça une fois. Et s'il avait besoin de réitérer dessus, il avait besoin de faire appel à cet outil à nouveau et créer la session de zéro. Donc, on a remplacé ça maintenant par exec command et write standard in qui lui permettent de lancer une session interactive qui va pouvoir aller taper dessus après en utilisant le même session ID. Et vous allez me dire, OK, mais pourquoi est-ce que la partie editing, c'est une partie à part? Pourquoi est-ce qu'on ne se base pas sur des commandes dans le terminal pour le faire? Eh bien, on aurait pu, mais le truc, c'est que les modèles ont des capacités inhérentes à output des diffs structurés, donc en format patch, parce que notamment, ils ont été entraînés sur des données et des données qui viennent de GitHub, par exemple. Et donc, il y a plein d'exemples de structure diff, et on avait envie de profiter de ça, plutôt que de réapprendre au modèle d'utiliser un format différent. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé que ce soit un standalone tool. Et en plus, on pouvait avoir plus de contrôle le côté permission, parce que c'est quand même une partie très importante, tout ce qui est editing de fichiers.
OK, top. Maintenant, le modèle va itérer, il va faire des appels de tools. Et en fait, au fur et à mesure qu'on fait des itérations, le contexte va grossir. Et plus le contexte grossit, plus on remarque deux types de problèmes. Le premier, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, c'est le context anxiety ou ROT. C'est quand, à partir d'un certain moment, le modèle commence à sortir n'importe quoi. Et le deuxième problème, c'est les coûts d'inférence, que vous avez peut-être aussi expérimenté. Euh, il y a deux mécanismes qui permettent de gérer tout ça. Le premier, donc côté context anxiety, c'est l'autocompaction. Donc c'est un mécanisme qui va résumer la conversation qui a eu lieu jusqu'à un certain point et passer ce résumé au modèle au lieu de passer toute la conversation à chaque fois. Et côté coût, on a le prompt caching, c'est un mécanisme qui évite de reprocess la partie fixe du prompt qu'on a déjà vu avant. Ce n'est pas trivial. On a dû faire beaucoup d'itérations, beaucoup de fixes. On en fait toujours. Côté à la fois autocompaction et prompt caching. Et je voulais en partager quelques-uns. Donc tout d'abord, côté autocompaction, on s'est rendu compte que parfois, quand l'utilisateur change de configuration au milieu d'une conversation et quand on compacte l'historique, on a tendance à oublier le changement qui a été fait au milieu de la conversation et garder que la configuration initiale. Et donc, le fixe, c'était de se dire, OK, pour compacter l'historique de la conversation, on va enlever tout ce qui est developer message, c'est notamment les messages qui contiennent les infos de configuration. On va compacter l'historique et que après, on va refaire une passe sur les changements de configuration et garder que la configuration la plus récente. Et on va passer ça dans l'historique qui est compacté. Et pareil, je pense qu'on a beaucoup sous-estimé le nombre de tokens que les images donnent dans le thread. Donc, on a dû augmenter ça un peu pour que la compaction se lance plus tôt. Maintenant, une note. L'autocompaction, c'est bien, c'est automatique, mais ça ne remplace pas une bonne hygiène de contexte. Donc, quand vous remarquez que le modèle commence à drift un peu, c'est souvent mieux de commencer un nouveau thread. Et pareil, si jamais il y a des explorations qui sont très coûteuses en token, euh, mais qui ne sont pas forcément nécessaires pour garder dans le contexte initial, le contexte du thread principal, vous pouvez lancer des sous-agents qui vont faire ça et puis renvoyer dans le thread initial que les informations importantes. Côté prompt caching, en fait, c'est très délicat. Si la partie initiale du prompt change un tout petit peu, eh bien, on ne va plus hit le cache. Et donc ça peut arriver dans plusieurs cas, notamment la liste des tools qu'on renvoie au modèle dans la partie initialisation de contexte que je vous ai montré. S'il y a des tools qui proviennent de MCP, en fait, on s'est rendu compte que l'ordre de tools qui sont output par cette intégration MCP n'était pas toujours le même tour après tour. Donc, on a dû fixer ça pour pouvoir hit le cache un peu plus. Et pareil, tout ce qui est changement de configuration, au lieu de changer les messages initiaux, on append juste des nouveaux messages dans la conversation. OK. Avant de voir ce que Codex nous a construit, donc j'ai envie de vous faire part de deux expériences qu'on a faites chez OpenAI et qui nous ont beaucoup appris sur comment travailler avec Codex. Il y a une loi, la loi de Brooks. Brooks, c'est un computer architecte américain qui dit que si on a un projet qui est un peu en retard, rajouter des gens, ça va que retarder le projet encore plus et repousser la date de complétion. Je pense que c'est vrai. Les petites équipes ont tendance à avancer beaucoup plus vite. Il y a moins de friction, moins de coûts de coordination. Et chez OpenAI, on voulait voir si elle pouvait avancer encore plus vite avec Codex. Donc la première expérience, c'était Sora pour Android. On s'est dit, OK, on doit ship Sora pour Android le plus rapidement possible. On a pris une team de 4 ingénieurs avec Codex. Et le résultat, c'est qu'en 18 jours, on avait une version interne de l'application et en 28 jours au total, l'application était disponible sur Google Play Store. Ça ne l'est plus. Mais quand ça a été construit, ça a bien marché.
on avait à peu près 99,9% de crash free rate, donc ça a marché, mais bon, on a changé de stratégie. Une deuxième expérience un peu plus intense, c'était la construction d'un produit en interne qui est utilisé. Là, on s'est dit, OK, on va prendre une équipe de 3 ingénieurs, mais le challenge, c'est qu'ils vont écrire 0 ligne de code manuellement. Et ils vont faire ça que avec Codex. Et pareil, ça n'a pas trop mal marché. Donc, après 3 mois et demi, on avait une version du produit qui est très utilisée en interne. Et l'estimation, c'est que ça nous aurait pris 10 fois plus de temps sans Codex. Combien de lignes de code Oula, je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête. 1500 PR, oui, je pense des millions de lignes de code. Ouais, c'est énorme. Ouais, je crois que le produit a été finalisé en 5 mois et c'était combien? 5 milliards de tokens. Et les deux expériences nous ont beaucoup appris sur l'utilisation de Codex. On a essayé de one-shot. Donc, l'équipe Sora a donné le code de l'application iOS à Codex, est en mode, bon, Codex, maintenant tu nous sors la version Android. Allez, hop, hop. Je dirais pas que ça n'a pas marché. Ça a marché, mais pas comme on le voulait. Et c'est normal. En fait, la bonne approche, c'était de tout d'abord de commencer avec des petites features donc, soit construite manuellement dans le cas de Sora, soit construite avec Codex parce qu'ils n'avaient pas le droit d'écrire du code dans le produit interne. Donc, de commencer avec ces petites features et de donner ça à Codex comme exemple. Donc, en fait, lui dire, construis-nous une page de settings qui ressemble à cette page, ça marche beaucoup mieux que vas-y, débrouille-toi, construis-nous une page de settings. Et donc, itérativement, on commence à complexifier les tâches et à unlock des features un peu plus complexes. Et bien sûr, on commence par planifier. Donc, ce qui marchait bien, c'était de lui demander comment il comprenait le code, comment il allait implémenter la feature. On itérait sur le plan. Et une fois que c'est bon, on le lance. Maintenant, une fois que le travail est structuré, il faut structurer l'information qui est donnée à Codex. Et bien sûr, on a essayé l'approche un agent MD énorme avec toutes les instructions dedans. Et bien sûr que ça n'a pas bien marché. En fait, si tout est important, rien n'est important. Ce qui a marché beaucoup mieux, c'était d'utiliser Agents MD plutôt comme une carte. Donc, de dire à Codex, OK, bah les parties, voilà comment le repo est structuré. Si tu as besoin de cette information-là, tu peux aller là et là, tu auras plus d'informations. Ce qui fait que Codex ne va pas tout loader dans le contexte d'un coup, mais plutôt faire ça de façon explorative. Et donc, on a dû faire un travail en amont de structuration du repo, bien sûr, mais dans le long terme, ça a bien pay-off. Maintenant, même si on a très bien structuré l'info et le travail, bien sûr, ça ne marche pas du premier coup. Donc, il y a un travail de review à faire. Et au début, on faisait pas mal de reviews manuelles, mais après, on a vite compris que ça n'allait pas scale avec le throughput de Codex. Et donc, on a vite convergé à des reviews quasiment faites par des agents IA. Et donc, ça ressemblait à ça. On mettait des fondations, on structurait l'info et le travail, on lançait Codex, on reviewait, on lui faisait du feedback et Codex itérait dessus jusqu'à ce que la tâche soit complétée, donc jusqu'à ce que les agents soient satisfaits. Et, et ça c'est un paradigme qu'on voit de plus en plus. Et ça s'appelle la Ralph Loop. Donc Ralph Wiggum, c'est un personnage des Simpsons qui est très naïf, mais très persistant. Et il ne va pas arrêter une tâche avant de réussir. Donc les agents, il faut les voir un peu comme ça. Il faut bien les guider, bien leur donner du feedback. Et on peut pousser un peu plus loin ce concept en donnant au modèle une façon pour s'auto-évaluer. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais André Karpathy a sorti un truc il y a quelques semaines, un mois peut-être maintenant, qui s'appelle Auto Research. Et en gros, il donne une tâche bien spécifique à un agent et il lui donne une liste de success metrics, success criteria, et puis une façon de s'évaluer.
et il lui dit, OK, bah, tu itères sur la tâche et tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que tu atteins les thresholds que j'ai fixés pour les success criteria. Et comme ça, bah, l'agent va itérer. Et maintenant, ce qui rend la loupe encore plus intéressante, c'est de donner à l'agent un moyen de voir ce qu'il a fait. Donc en fait, dans notre cas, quand on construisait une application, on ne pouvait pas se contenter de juste review le code, on devait review aussi le résultat. Et ce qu'on a fait, c'était de donner à Codex accès à, par exemple, les Chrome DevTools par MCP, mais aussi à des logs, à des métriques, à des features d'observabilité. Et en fait, ça a permis à Codex un peu de sentir ce qu'il construisait. Et le résultat, c'est qu'on a unlock le potentiel de Codex pour travailler sur des tâches beaucoup plus longues qu'avant. Et on observait très régulièrement des tâches de plus de 6 heures sans forcément avoir un humain qui intervenait. Maintenant, bien sûr, avec tout le throughput de Codex, bah, il va répliquer des patterns dans le repo. C'est bien quand ces patterns sont bons et quand ça adhère aux normes internes, mais c'est mauvais quand les patterns ne sont pas bons. Et donc, on a dû faire beaucoup de clean-up. Au début, on faisait manuellement, mais après, ça ne scalait pas. Et donc, ce qu'on a dû faire, c'était de encode des principes en OR, donc des principes de nos normes d'architecture, et de dire à Codex, OK, bah, tu vas faire une passe assez régulièrement et vérifier si tous ces principes sont respectés. Et sinon, tu vas faire des changements. Et donc là, les humains, ils devaient review les changements que Codex proposait plutôt que d'aller review manuellement et de check principe par principe si c'était respecté ou pas. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais s'il y a une chose à retenir, c'est que le mental model qu'il faut avoir en travaillant avec les agents de code, c'est que c'est un peu comme un senior engineer qui vient de débarquer dans votre équipe. Donc, c'est un senior engineer qui est très capable, très fort en compréhension de code base qui sont très larges, qui adore les unit tests pour une raison, qui est très bon en code review et qui est très bon en multitasking. Après, bon, faut faire gaffe. La loi de Brooks, j'ai l'impression qu'elle s'applique aussi au nombre de threads de Codex. Donc, plus on rajoute de threads, ça va pas forcément accélérer le projet. Donc, on fait gaffe à ça. Mais cet ingénieur, il a besoin un peu de direction parce qu'en fait, il est nouveau dans l'équipe. Il n'est pas forcément à jour sur les préférences d'architecture, le jugement long terme, les normes en interne, etc. Donc, voilà. C'est un très bon atout, mais il faut savoir l'utiliser. Alors, je vous mets en lien les références. Je pense que les slides vont être partagés, du coup. Donc, n'hésitez pas à voir les blog posts qu'on a sortis. Il y a plus de détails sur ce que je vous ai raconté. Mais surtout, le repo de Codex est open source. Donc, n'hésitez pas à le clone, à plug Codex ou Cloud Code ou l'agent de code de votre préférence dessus et de poser des questions juste pour voir un peu comment ça marche. C'est une démarche assez intéressante. Bonsoir à tous, je m'appelle Louis Choquel, je suis le CTO, cofondateur de Pipelex. Je viens de vous parler d'une solution qui va au-delà des skills et qui est donc un outil qui est fait pour être utilisé par les systèmes d'agents pour avoir des solutions structurées et répétables. Alors, contrairement à OpenAI, Pipelex c'est une petite société, on est 3 dans la boîte, mais ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. On a résolu un problème qu'on avait rencontré au contact des clients quand on résolvait leurs problèmes et qui arrive juste à maturité aujourd'hui, techniquement, ça commence à fonctionner. Et surtout, maintenant, on a les agents en face qui sont prêts à s'en emparer. Alors, pour donner quelques détails, notre solution s'appelle méthode. Donc, c'est complémentaire des skills. Les skills, c'est les compétences. Et les méthodes, c'est des choses plus précises. Et donc, on a créé un standard pour ça qui s'appelle méthode sans les voyelles, MTHDS, dont on veut faire un standard ouvert. Et on propose une solution open source qui implémente ce standard et que vous pouvez tester gratuitement. Et je vais vous expliquer du coup ce qu'on appelle des executable AI methods et vous aurez une démo à la fin. Alors, voilà le contexte. Maintenant, j'ai vu tout à l'heure que tout le monde connaît assez bien Cloud Code et Codex. C'est une révolution qui a pris encore un essor encore plus important fin 2025
puisque des seuils de capacité des modèles ont été franchis. Et on est passé de je délègue et je suis assisté par l'IA à je donne des tâches complètes qui vont être réalisées par l'IA. Je n'ai pas besoin d'écrire du code et même, dans une grande mesure, je n'ai pas besoin de relire le code. Moi, je voulais faire un parallèle avec une révolution qu'on a connue à l'époque, au XXe siècle. Au début, il fallait faire tous ces calculs à la main. Computer, c'était un métier pour des gens. Ensuite, il y a eu les calculettes, les ordinateurs, et puis sont arrivés les tableurs et Excel. Et une des conséquences de ça, ça a été une explosion de la quantité de calculs qu'on effectue. Chacun peut effectuer des calculs quand vous faites votre business plan, votre PNL ou des simulations industrielles, n'importe quoi. Vous faites des tonnes et des tonnes de calculs que vous n'aurez jamais pu faire à la main ni avec une calculette. Et là, ça va être le même effet, c'est-à-dire qu'on a complété les Human Knowledge Workers par des LLM qui les ont assistés pendant 2-3 ans. Et maintenant qu'on a des agents autonomes et qu'en gros, on n'a plus le bottleneck de l'humain pour tout piloter, mais qu'on peut les lâcher sur des grosses tâches, qu'on peut avoir 5 plots de code en parallèle ou 5 codex ou les deux, et comme ça décupler son travail, on va avoir une explosion de la quantité de travail cognitif qui va être effectué par ces systèmes dans toutes les sociétés, et y compris aussi pour des besoins personnels. Et donc, je voulais souligner ce point. Pour moi, l'effet le plus important, ce n'est pas simplement qu'on va avoir plus de software et que ça va coûter moins cher à développer, c'est qu'on va faire beaucoup plus de smart work effectué par les machines. Et ça soulève une question qui est finalement, qu'est-ce qu'on fait nous, les humains, dans cette histoire? Et donc voilà, je rentre dans le détail des business process à automatiser. Je vous ai mis quelques exemples. Il y a beaucoup de choses qui sont du travail créatif, mais il y a aussi des process qui sont des process qu'on veut automatiser, toujours de la même façon. Et c'est là qu'on va parler des méthodes. Et donc, ça inclut des process financiers comme traiter des notes de frais, des process RH, traiter des candidatures. Ça inclut aussi des tâches créatives parce que créer la créativité, c'est aussi un travail avec des process. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous, les humains, là-dedans? Est-ce qu'on est toujours aux commandes? Et ça, c'est un des vrais sujets. Moi, ce que j'appelle le client in the loop, dans le sens où l'humain n'est pas dans la boucle simplement parce que l'IA ne sait pas le faire, parce que si quelque chose que l'IA ne sait pas faire, elle pourra le faire dans 6 mois ou dans 1 an. Donc le vrai sujet, c'est de rester le client, celui qui sait ce qu'il veut et qui sait donner du feedback sur le résultat. C'est lui qui sait s'il est content ou pas, c'est le client qui est roi. Et donc ça amène le sujet sur la question, comment est-ce que j'explique à ces machines vraiment ce que je veux qu'elles fassent et comment je peux m'assurer qu'elles ont bien compris, le vérifier. Et c'est là qu'on a un déséquilibre entre le monde des software développeurs qui a déjà connu sa révolution. Avec Cloud Code et Codex, on a des résultats magnifiques quand on crée du software. En revanche, pour les autres métiers qui travaillent avec des doc Word, avec des PowerPoint, avec des PDF et ce genre de choses, en fait, pour eux, on n'est pas encore au même niveau. La raison, c'est que côté software, en fait, on a plein d'outils qui existent depuis longtemps et qui sont complètement utilisables par les agents. Il y a les langages de programmation déjà. En fait, le langage de programmation, c'est une façon pour l'humain de dire à la machine ce qu'il veut qu'elle fasse. Et derrière, il y a un compilateur ou un interpréteur qui va le traduire en langage machine. Donc, c'est vraiment de l'outillage qui existe depuis longtemps pour traduire ce besoin. Et on a des outils qui sont là pour valider la syntaxe, pour effectuer des tests, automatiser des tests. C'est ça qui fait qu'on a une ingénierie qui marche si bien dans le monde de l'agentique pour le software. Maintenant, pour les non-tech, il y a un problème, c'est que la partie réflexion, aujourd'hui, assister les non-tech dans les parties intelligentes de leur travail, il n'y a pas de langage aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas d'outils, à part ce qu'on vous dit, faites-le en anglais, faites des bullet points. Donc, ça ne permet pas de tester et de valider et de reproduire de manière systématique, aussi bien que ce qu'on fait dans le software. Donc, c'est ça le problème qu'on va attaquer. Donc, concrètement, les projets qu'on voit depuis 2-3 ans, c'était en 2024, vous prenez les requirements du non-tech, les requirements de l'expert métier, et vous donnez ça à une équipe de développeurs, ça devient un projet de développement de logiciel. Des logiciels qui ensuite vont mélanger des prompts avec du code, c'est impossible à maintenir. En 2025, on a l'explosion du vibe coding qui dit au non-tech, c'est pas grave, t'as qu'à prompter, ça va générer du code pour toi. Mais là, comme le non-tech ne sait pas relire le code, tout ce que disait Céline tout à l'heure ne va pas fonctionner et ça va donner au bout de quelques prompts un code qui est impossible à maintenir et à faire évoluer. Alors là, en 2026, maintenant, les derniers outils là-dessus qui sont utilisés sont les agent skills, qui sont en fait des prompts
bien classifiés avec des explications pour l'agent pour savoir quand est-ce qu'il doit les intégrer. Donc ça permet vraiment de contrôler le comportement de l'agent et ça marche très très bien pour certains types de tâches, notamment pour guider des tâches de software, comme le disait tout à l'heure Céline. C'est très très bien. Maintenant, il y a un problème, c'est que les skills sont des prompts qui vont être relus par l'agent à chaque fois. Déjà, il y a besoin d'un agent pour comprendre ce qu'il faut faire. Ils vont être réinterprétés, ce qui a un coût en token, en temps. Et ce qu'on perd, c'est une partie du contrôle, puisque la réinterprétation fait qu'il ne va pas toujours se passer la même chose à chaque fois. Et ça va être très difficile de tester, par exemple, avoir des évals sur le résultat d'une skill quand on sait qu'en fait les agents vont faire du blabla, et parfois passer par un chemin différent. Parfois dans la skill, on va indiquer à l'agent, voilà la doc, voilà la sous-skill que tu dois utiliser, et puis il ne va pas le faire, il va le zapper. Parfois on va lui donner 12 étapes, il va en sauter une ou une autre. Donc c'est difficile de passer en production avec tous ces outils. La solution qu'on propose, c'est ce qu'on appelle une méthode, c'est entre le code et les skills. Donc on a le côté structuré du code, contrôlé et on va dire bien exprimé clairement, sans ambiguïté, et le côté skills c'est du langage naturel qui exprime des savoir-faire qui sont de l'ordre de tous les métiers, de la finance, des RH, du marketing, de ce que vous voulez. Alors, la grosse comparaison avec les skills, on me pose souvent la question, finalement, oui, dans les skills, on peut aussi écrire des étapes et demander à l'agent de les répéter. Donc, comme je disais tout à l'heure, Claude Code ou Codex va réinterpréter à chaque fois et on va se retrouver avec des résultats différents. C'est la partie gauche. Avec les méthodes, vous pouvez traiter des documents en batch, par exemple, et vous aurez une orchestration déterministe où les étapes vont être faites systématiquement parce que c'est le logiciel qui pilote ça. Et ça va être des étapes qui peuvent utiliser différents modèles d'IA. On n'est pas limité à l'agent lui-même. On va pouvoir faire des appels à des modèles d'OCR ou d'extraction de documents, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai constaté dans les entreprises, c'est que dès qu'on sort de la tech, il y a 9 use cases sur 10 qui partent d'un PDF. On va utiliser des LLM, des modèles de vision et des modèles de génération d'images aussi. Et on va pouvoir spécifier les outputs structurés qu'on veut obtenir systématiquement, qui vont être validés. Et ensuite, on va aussi avoir les traces auditables, c'est-à-dire que chaque étape va avoir des éléments structurés, et ce qui va permettre de rassurer tout le monde côté compliance, de savoir finalement qu'est-ce qui s'est passé, comment on est arrivé à tel ou tel résultat, mais qui va permettre aussi juste à l'utilisateur de vérifier si ça se passe bien comme il voulait et de diagnostiquer ses problèmes, mais dans un contexte où il comprend tout ce qui s'est passé, pas avec du code Python. Donc je vais vous faire une démo où on va expliquer ce qu'on veut en langage naturel de métier. Et je vais rassurer Sophie cette fois-ci, on ne va pas parler de matcher des job offers avec des CV. J'ai prévu un use case un peu plus amusant et dans le domaine de la créativité. Attendez, il faut que je prenne la bonne fenêtre. Voilà. Voilà mon prompt. L'idée, c'est que l'outil qu'on propose est... Tu peux faire zoom, excuse-moi. Ouais. Si ça ne te dérange pas, merci. Je vais zoomer, mais attention à la présentation. Ouais, ça marche. C'est bon. Donc l'idée, c'est qu'on est dans un contexte où on donne du travail à un agent, Codex ou Claude Code. Je vais lancer les deux en parallèle. On va voir si la version Codex est en bêta depuis aujourd'hui. La version Claude Code est un peu plus rodée. En lui donnant un prompt de vraiment la deux métiers. Donc là, je suis dans la fashion design. Donc je vais demander de partir d'une cible, par exemple les femmes, l'été 2027, et un mood board, c'est ce que donnent les marques. C'est un use case qu'on a vraiment rencontré auprès d'un de nos clients, où ils recevaient des demandes de magasins, enfin de marques de vêtements, pour créer des lignes et faire des propositions de vêtements en partant d'un mood board. Donc les étapes métiers, quand on travaille, quand on est créatif là-dessus, on commence par analyser la demande, générer des idées, et ensuite, pour chaque design, on va faire appel à nos différents systèmes de créativité. Donc créativité de LLM, le fashion designer imagine une interprétation possible de la demande, et ensuite, les modèles de génération d'images permettent de générer tout ça. Je lance vite fait sur Codex, je lance la même chose sur Claude Code. Donc ça met quelques minutes à tourner, selon la complexité, on va dire entre 2 et 6 minutes. Donc je passe directement sur le résultat. Je vais faire comme Céline, après on va regarder si ça a effectivement abouti. Mais donc voilà ce qu'on va obtenir. Je vais vous montrer ça en plus gros. Le code généré, je vais vous le montrer dans quelques secondes. Voilà, je zoome aussi. Donc déjà, on a généré des concepts métiers qui sont ceux du use case. Donc c'est l'agent, hein, ici, là, c'est la version Claude Code qui a généré ça automatiquement, qui a défini les concepts avec lesquels on allait travailler. C'est quoi la fashion target?
Donc c'est par exemple Women, Spring, Summer, etc. C'est comme ça qu'il parle dans le métier. Mood board analysis, ben il a automatiquement intuité, parce qu'il est fort en fashion design, que les sous-attributs seraient ça, le mood, les éléments, la couleur, les matériaux, etc. Et donc, quand il va analyser le mood board, c'est ça les informations qu'il va obtenir. Et quand il va générer des designs, voilà les choix qu'il va faire. Quel type de vêtements, la silhouette, etc. Donc, tous ces concepts métiers créent dans le contexte beaucoup de sens. Et ça, c'est des choses sur lesquelles l'utilisateur, par exemple, si c'est quelqu'un qui est product dans la mode, peut directement aller modifier ça en disant, nous, c'est pas comme ça qu'on appelle ça, ou alors on a un sous-attribut. Tout ça est modifiable facilement. À la main, dans le code, si ça vous amuse, on a un éditeur, on a une extension pour VS Code qui permet directement de travailler sur ce langage et de le coloriser, comme vous le voyez. Mais sinon, en fait, nous, ce qu'on fait plutôt d'habitude, c'est qu'on demande directement à notre agent Claude Code ou Codex de faire les modifications. Donc, en plus de la définition de ces concepts, on a la définition des étapes. Donc, le travail, ça va être défini comme ici. Donc, le pipeline s'appelle Design Garments from Moodboard. C'est une séquence, vous voyez. On définit les inputs. L'input, c'est le moodboard et la fashion target. Et l'output, ça va être du HTML parce qu'en fait, on va générer plein d'images et les présenter après dans un dossier, dans une page web. Et voilà les étapes principales. Analyze moodboard, propose design, render all design et compose report. Donc, par exemple, analyze moodboard, là, c'est quelque chose de plus concret, c'est un call à un LLM. Et vous voyez qu'ici, on a le prompt au LLM qui va intégrer dedans les inputs, fashion design et moodboard, et ce qu'on veut qu'il soit traité. Tout ça a été écrit automatiquement par l'agent. Je vous montre une autre partie intéressante. Par exemple, la génération d'images. Ici, je vais avoir une génération d'images avec Nano Banana 2. Ici, une génération d'images avec GPT Image 1.5. Et ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer toutes ces images en parallèle, parce que comme ça prendra moins de temps. Et tout ça, c'est des choses qu'il a lui-même ingénérées parce qu'il s'est dit que c'était malin. Je n'ai pas eu besoin de lui demander. La dernière étape, c'est ce que vous voyez ici, c'est du code HTML. Il a généré lui-même un template HTML, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va faire tourner ça sur un nouveau moodboard, ça aura toujours la même présentation. Si vous essayez de faire la même chose avec une skill, il va vous rajouter 1 minute de temps à la fin pour régénérer une page HTML qui aura une gueule complètement différente. Donc là, l'idée, c'est qu'on a résolu le problème une fois, et quand on le réutilise, ça fait toujours la même chose. Et ça a un intérêt, c'est que du coup, on peut itérer dessus et l'améliorer. Et pour vous montrer que c'est utilisable vraiment sans lire le code, vous voyez qu'ici, en fait, il m'a généré un flowchart où on est parti de la fashion target. On a ici les différentes étapes qui sont visibles. Attendez, je vais gagner un peu d'espace. Et on voit le cheminement qui est fait depuis les inputs qui sont structurés et on arrive finalement étape par étape à rassembler toutes ces images. Le résultat, voilà, c'est pas le bon tab. Celui-là non plus. Hop. Yes. Non, c'est pas celui-là. Ah si, c'est celui-là, mais il faut que je sorte de l'onglet. Pardon. Escape, voilà. Quand vous faites tourner la méthode, vous pouvez ensuite analyser ici, voir ce que vous avez obtenu. Donc par exemple, ici, je vais aller là en bas. On a analysé le mood board. Voilà le résultat de l'analyse du mood board. On a le mood, je zoome un petit peu. Mood, visible elements, tout ça a été structuré ici. Je peux voir qu'ensuite, à partir de là, on a généré des designs, comme celui-ci, des idées de pistes à suivre. Et quand je vais en bout de chaîne, je vais me retrouver ici avec des images qui ont été générées par les différents modèles. Et à la fin, il a généré une page web. Donc voilà un des exemples que j'ai fait tourner tout à l'heure, où il y a un pitch de la proposition de mode. Et à chaque fois, l'image a été rendue. Là, je me suis dit autant mettre les deux meilleurs du marché, Nano Banana 2 et GPT Image 1.5, qui a rendu finalement le même concept et décliné finalement ce que vous voyez ici. Initialement, je trouvais ça un petit peu embêtant parce qu'on voyait que les propositions, on voyait plus le mood board. Donc typiquement, c'est là que j'ai fait une itération. Je lui ai dit, en fait, est-ce que tu peux rajouter le mood board en haut? Et je pense qu'il me l'a fait. J'en ai régénéré après. C'est doit être les exemples de la fin. Attendez, je vais aller ici. Voilà. Donc là, par exemple, voilà le mood board qui était proposé par une marque. Et à ce moment-là, voilà les propositions qui ont été faites pour répondre à ce mood board. Je n'ai pas travaillé dessus avec un fashion designer ou un product. Tout ça a été fait uniquement avec la compétence des modèles qui savent déjà faire. Donc, vous imaginez de mettre ça entre les mains d'un spécialiste. Et bon, voilà, j'ai choisi le sujet de la mode parce que c'était visuel
Et en fait, les mêmes capacités vont être là si vous voulez analyser des CV, analyser des appels d'offres et itérer dessus de cette façon-là. Voilà. Je vais aller regarder si mes agents ont livré du travail. OK, je ne suis pas logué sur Code Cloud, donc ça c'est pas allé très loin. J'étais logué sur Codex. OK. OK, alors qu'a fait Codex? Bon, il a vérifié que. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vérifié que les outils étaient bien installés. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, il a repéré qu'il y avait déjà une solution qui avait déjà été faite avant. C'est l'effet démo. Ouais, c'est dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais me reloguer sur Cloud Code, vite fait, et comme ça, on va pouvoir le faire retourner pendant que je répondrai à vos questions. Voilà. Donc, il suffit que j'autorise. Voilà, login successful, et je le relance, et c'est parti. Du coup, comme ça, vous allez voir comment il travaille en temps réel. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je savais pas que j'allais faire du sport ce soir. Ma question, elle est, j'ai du mal à voir qui est le persona qui va utiliser le produit. En particulier, comment est-ce qu'on fait pour faire intervenir des experts métiers pour itérer sur la méthode? Alors, la réponse est en train de changer à cette question. Initialement, nous, on s'était positionné comme un dev tool, c'est-à-dire un outil pour les ingénieurs et pour les aider à collaborer avec les experts métiers pour qu'ils aient ce langage-là qui joue le rôle en gros, de pierre de vérité entre l'expert métier, l'ingénieur et l'agent, puisqu'en fait, l'agent comprend aussi tout ce qui est indiqué là. Et on fournit une librairie Python, donc c'est des outils pour les ingénieurs à la base. Maintenant, avec l'Agentic, on est en train de passer à une nouvelle étape qu'on avait espéré atteindre un jour quand on s'est lancé il y a 2 ans. On s'est dit, on va faire ça pour les devs et puis un jour, en fait, ça sera accessible à tout le monde. Comment ça peut être accessible à tout le monde? Là, déjà, vous avez Cloud Code qui rend la capacité d'utilisation un petit peu plus simple, mais c'est encore quand même des outils qui sont dans le terminal. C'est pas, voilà, c'est pas pour tout le monde. En revanche, derrière, vous avez les outils adaptés aux non-tech qui sont en train d'arriver. Il y a Cloud Cowork, il y a Microsoft Cowork. Je suis sûr qu'OpenAI va nous sortir quelque chose. Enfin, c'est ce que j'ai cru entendre. Enfin, qu'il fallait qu'il se rattrape là-dessus. Et en gros, ça consiste à avoir un agent comme Codex sous le capot, qui en fait est dans une sandbox sécurisée pour qu'il évite de faire tout et n'importe quoi. Et on met une interface utilisateur au-dessus, adaptée au métier de la bureautique. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à travailler et à se comprendre avec l'IA. Alors là, vous avez vu tout à l'heure un flowchart un peu compliqué. En fait, chaque partie est simple et nous, on a un système qui permet de composer les méthodes entre elles. Donc, en fait, tu pourrais dire, moi, j'ai une méthode qui crée des moodboards, j'ai une méthode qui analyse les moodboards et tu peux les analyser séparément. Et donc, en fait, on est en train d'inventer comment on met ça entre les mains des utilisateurs experts métiers non tech. Ah. Merci pour la presse. Comment on compare l'utilisation un peu plus naïve, c'est-à-dire si on met juste directement tous les moodboards et qu'on lui dit débrouille-toi, versus une utilisation plus structurée avec l'objet méthode? Est-ce qu'on voit une vraie valeur ajoutée? Est-ce qu'on peut comparer le avec méthode, sans méthode? Comment on mesure la valeur ajoutée de ce concept? Alors, déjà, tout ce qu'on a développé, nous, est développé en Python. L'agent peut développer du Python, donc tout ce qui a été fait là peut être fait directement par l'agent, que ce soit en utilisant des skills ou en utilisant du code. Donc nous, ce qu'on a créé, finalement, c'est une nouvelle façon d'utiliser ça en se disant, il y a un moment quelque chose que tu veux répliquer 1000 fois, 10 000 fois. Tu veux que ce soit fait toujours de la même façon. Et donc, il faut que ce soit enregistré quelque part sous une certaine forme. Si c'est enregistré sous forme de Python, tu vas avoir 60% des tokens et de la lecture et de la compréhension qui est liée à des détails techniques qui ne parlent pas du sujet. Si c'est des skills, tu ne vas pas avoir la réplicabilité. Maintenant, si ta skill, elle fait la même chose et qu'elle déroule et qu'elle va générer un prompt et générer une image parce qu'elle va générer du code pour faire appel à GPT Image, etc., pour générer ça, tu vas avoir le même résultat.
Mais si tu veux faire ça 10 fois par jour, en fait, à chaque fois, le modèle va réinterpréter. Donc ça va coûter de l'argent, du temps, et tu vas pas avoir tu vas avoir une variabilité en fait, contre laquelle tu peux lutter. C'est-à-dire que tu peux lutter contre les skills et essayer de leur dire non mais attends, fais-moi toujours le truc comme ça, fais-moi toujours le truc comme ci. En fait, les skills n'ont pas été faits pour ça. Nous, on apporte une solution qui a été faite, qui a été pensée pour ça. Je voulais rajouter quelque chose d'important, d'ailleurs, c'est que tout ça, c'est open source. Et j'avais un compte-rendu des éléments importants qui est ici. Parce qu'en fait, toutes les solutions qu'on a apportées, finalement, elles sont venues en résolvant les problèmes de nos clients. Donc le côté langage déclaratif, ça consiste à dire ce que tu veux qu'il fasse sans donner les détails techniques. Donc ça, déjà, si tu veux dire à ton agent de générer une image avec GPT, avec Nano Banana, il va falloir lui expliquer où est ta clé API Google, lui expliquer en gros comment utiliser l'API Google et ce genre de choses. Donc là, c'est droit au but. Je dis juste, je veux générer une image. Si je ne précise pas le modèle, il va prendre le modèle par défaut ou s'adapter au use case. Et nous, on lui donne une liste de modèles qui sont adaptés à différentes compétences d'IA, que ce soit pour les LLM ou pour les générateurs d'images. Tes inputs sont typés et tes outputs sont typés. Donc ça, en fait, ça c'est très important parce qu'en fait, si ton exécution est déterministe et que les outputs sont typés, ça veut dire que tu peux utiliser ça comme une API. Et donc, tu peux l'utiliser en dehors de l'agent. L'orchestration ici est pilotée par du software. Donc, en fait, tu vas sortir du cadre de l'agent et l'exécuter dans ton IT en étant branché via des API sur les automatisations, sur ton CRM, sur tes emails et ce genre de choses. Et avec une API qui va renvoyer un format JSON qui est celui qui est attendu et qui a été typé, qui a été validé. Et c'est comme ça qu'on fait du software qui marche. On intègre le vocabulaire du domaine, ce qui fait que les mots, on enlève l'ambiguïté. C'est ça qui fait que les LLM vont toujours interpréter les mêmes choses de la même façon. On a l'exécution déterminée, j'en ai déjà beaucoup parlé. On a le fait que les agents et les humains peuvent lire la même chose. Et enfin, on est un système ouvert. Donc, en fait, ces fichiers qui définissent les méthodes, c'est du texte. Donc, c'est facile à partager. C'est facile à modifier pour les agents, mais c'est aussi, ça veut dire que tu peux l'utiliser avec d'autres solutions techniques que la nôtre. Il suffit de créer un logiciel qui interprète les étapes où ça dit il faut faire un call LLM avec tel prompt, il faut générer un truc avec telle image. Tu peux le reprogrammer dans ton langage de programmation préféré. Tu peux le faire en C, en C++, comme tu veux. Et nous, finalement, ce qu'on fait là-dedans chez Pipelex, c'est qu'on propose d'adopter ce standard. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé Pipelex, on l'a appelé MTHDS, on l'a mis sur un autre nom de domaine, mthds.ai, pour dire aux gens, aux créateurs de modèles, pour dire à OpenAI, pour dire à Anthropic et pour dire à Dust qu'ils devraient intégrer ça dans leur système. Et nous, on fournit un runtime de référence, c'est-à-dire le logiciel qui applique la norme, la fait fonctionner. Et notre logiciel, il est open source. Il est en Python. Si tu veux, tu peux le prendre et demander à Codex de te le reprogrammer en C, si tu veux, par exemple. C'est libre et c'est licence MIT. J'en profite pour signaler que je vous ai mis un QR code ici pour pouvoir tester avec une clé API qui vous donne accès à tous les modèles. Donc derrière, vous avez votre méthode peut utiliser tous les modèles de OpenAI, de Anthropic, de Google pour faire du Nano Banana. Et on a quelque chose en plus que les autres fournisseurs de services multimodèles n'ont pas. C'est les modèles d'extraction de documents. OCR, on a DeepSeek OCR, on a Azure Document Intelligence qui sont branchés là-dessus. Ce qui fait que, en fait, pour extraire un document de 50 pages de manière structurée, etc., ça marchera beaucoup, beaucoup mieux qu'avec en gros, les utilitaires de base qu'on trouve habituellement. Ouais, je suis là, j'ai volé le micro. Une petite question sur comment on peut avoir une communauté de gens qui écrivent des méthodes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour promouvoir ça? Enfin, parce que la valeur de ça, ça va être avec combien il y a de méthodes disponibles. Exactement. La réutilisabilité, le partage, c'est un des gros points forts du système. Donc, déjà, ce qu'on a créé, je ne l'ai pas présenté, mais c'est un système de packaging. En gros, tu peux prendre un ensemble de méthodes et les packager pour dire, bah, voilà, mes méthodes de traitement d'invoice, voilà mes méthodes de traitement de ceci ou de cela. On a créé un hub de partage, il est là, mthds.sh, où tu peux directement les publier. D'ailleurs, ça fait partie du plugin. Tu appelles la skill
publish, et ça va le publier sur notre hub. À ce moment-là, d'autres gens peuvent récupérer des méthodes, et soit les exécuter directement parce que ça correspond à leurs besoins, soit les customiser, finalement comme tu customiserais un bout de HTML ou n'importe quoi. On a vu ça, par exemple, entre des clients dans la banque et dans l'assurance sur des crédits immobiliers. Bon, ils avaient à peu près les mêmes besoins, mais quelques petites différences. Donc, c'est facile à customiser. Mais en fait, ça va plus loin que ça, parce qu'en fait, comme les méthodes sont structurées et que les étapes sont définies clairement, séparément, avec à chaque fois les inputs et les outputs, les méthodes sont composables. Donc, tu peux dire, par exemple, la troisième étape de ma méthode, c'est la méthode de quelqu'un d'autre dans ton équipe ou la méthode de quelqu'un d'autre dans une autre boîte qui l'a partagée. Et tu vas pouvoir l'évaluer aussi et tester chaque méthode séparément. Donc, c'est des fonctionnalités qu'on va rajouter dans la communauté qui sont ça, rajouter du feedback des utilisateurs et rajouter du feedback d'éval sur ces systèmes. Et le but, c'est justement c'est de créer un réseau comme ça. Nous, on appelle ça le know-how graph parce que dans le monde des agents, on parle beaucoup de knowledge graph pour expliquer aux agents comment naviguer dans les entités et les relations. Là, si tu as un réseau de méthodes qui ont été partagées et qui s'appellent les unes les autres, c'est du savoir-faire, métier, donc c'est le know-how graph. Oui. Question. Merci pour la présentation. Juste, est-ce que tu peux commenter en termes d'approche et en termes d'avantages inconvénients, donc le fait de faire du pipelex, donc tu dis je passe une méthode déterministe à un agent versus je fais du N8N où je crée une méthode déterministe et où j'appelle ponctuellement un agent pour résoudre une tâche spécifique au sein de la méthode. Alors, je vais te répondre juste une seconde puisque je me suis demandé combien il y a de méthodes qui ont été créées. Aujourd'hui, en fait, on est embryonnaire. On a shippé une version qui marche il y a 2 semaines. On est à la pitcher à San Francisco. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je vous le présente. Et on va essayer de faire le maximum de bruit là-dessus pour que les gens l'adoptent. Et à un moment, c'est un projet open source. Il faut qu'il y ait de l'adhésion. Il faut que ça décolle. Donc, essayez-le. Donnez-moi du feedback. Vous pouvez rejoindre le Discord. Et c'est comme ça qu'on va le faire démarrer. Maintenant, par rapport à des systèmes comme N8N, déjà, en fait, il y a une grosse différence. N8N, ça a été conçu en 2018. Ce n'est pas fait pour l'IA. C'est fait, du coup, pour être utilisé par les humains à une époque où on disait que pour être facile à utiliser, ça veut dire qu'il faut une interface utilisateur où on clique avec une souris. Ça pour moi, c'est l'ancien monde qu'on connaît bien depuis les années 80, depuis Macintosh, pour ceux qui étaient là. Maintenant, c'est le nouveau monde, en fait. Facile à utiliser, ça veut dire que c'est la machine qui fait tout et qu'elle sait me comprendre et qu'elle sait itérer avec moi et prendre mon feedback. Nous, c'est comme ça qu'on l'a conçu depuis le début pour le monde de l'agentique. Donc, ça nous donne des gros avantages, et notamment le fait que notre format de fichier il est lisible par un agent et qui parle que de la business logic. Alors que quand vous regardez un fichier N8N, ça va parler de wrapping d'API et de la position des nodes à l'écran, qui est complètement hors sujet. Et donc, on a un outil qui est plus purement adapté à l'itération sur les sujets de business logic. Maintenant, il y a aussi une autre différence assez importante. Tous nos concurrents, il me semble, ont tous axé leur système de workflow sur le fait d'intégrer des connecteurs avec tous vos outils, ce qui est hyper utile, bien sûr, votre email, votre CRM, etc. Nous, on a décidé délibérément de ne pas s'occuper de cette partie-là. On s'est dit, bon, on verra plus tard, ou ça va se résoudre tout seul, ou alors peut-être un jour, on aura un truc qui s'appellera Cloud Code et qui fera des connecteurs comme ça pour nous sans qu'on ait besoin de s'en occuper. En fait, concrètement, ce qu'on voit, ce qui résulte de ça, c'est que nous, on s'est vraiment concentré sur la partie intelligence, en fait. Un LLM qui structure l'information, qui passe la main à un autre LLM, qui passe la main à un générateur d'images, etc., etc. Et le fait de devoir d'enchaîner plusieurs calls avec des étapes structurées, ça permet d'avoir du déterminisme et ça permet d'avoir de la qualité. En gros, ça permet de prendre un gros problème et de le splitter en petites étapes. Et si chaque étape est petite et bien structurée, à ce moment-là, vous avez une qualité, une fiabilité nettement supérieure et vous pouvez commencer à vous dire, je vais le shipper en production sur une API. Maintenant, on est dans un nouveau contexte où, pour la partie connecteur, en fait, c'est l'agent qui va vous faire les connecteurs, ou c'est Claude Cower qui aura déjà ses plugins intégrés, ou Codex qui aura ses plugins intégrés. On n'aura en fait jamais besoin de s'en occuper nous. Donc, voilà. Et donc, concrètement, ça veut dire aussi par rapport à N8N qu'on peut mettre un module Pipelex dans un workflow N8N pour la partie intelligente. On a un module N8N qui est en open source. Voilà. Eh ben, je vous propose encore une fois de remercier Louis. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les crédits. Donc, du coup, si vous êtes curieux, que vous voulez tester, n'hésitez pas et faire un retour, du coup. Et il nous reste le dernier talk de la soirée avec Stan. Merci. Et ton ordi, il est là-bas, non? C'est moi, j'ai fait tomber, pardon.
Bonsoir à tous. Je crois qu'il faut que tu unshare pour que je share. Ah oui. Oui? Non. Il va le faire. Cool, merci. Bonsoir à tous. Je suis Stanislas, je suis le cofondateur de Dust. Avant, j'ai travaillé, comme vous pouvez le voir sur mes stickers, j'ai aussi un sticker OpenAI parce que j'ai travaillé chez OpenAI il y a la préhistoire, de 2019 à 2022. Et je faisais de la recherche sur les capacités de raisonnement mathématiques des modèles de langage entre GPT-2 et GPT-4. Ce soir, j'ai envie de vous parler de l'exploration d'une hypothèse qui est: est-ce qu'on est en train de rentrer dans la outer loop error? Je ne sais même pas comment le traduire en français, dans la loupe externe. Pourquoi loupe externe? C'est par contradiction avec la loupe interne où pendant ces quelques dernières années, il y avait beaucoup de travail qui était fait sur le fine-tuning de modèles à certaines tâches. Et c'est vrai qu'on voit des modèles qui sont de plus en plus bons. Et donc, il y a une question à se poser sur comment extraire le maximum de valeur de ces modèles-là. Et en fait, il y a une tendance quand on la regarde. Et donc, je vais essayer de vous décrire un peu la tendance qu'on peut voir depuis l'été dernier, qui est assez intéressante. Ce papier, c'est un papier qui a été fait juste après l'acquisition d'une médaille d'or en IMO. Donc, les IMO, c'est les Olympiades de mathématiques internationales. Donc, c'est 18-22 ans, je crois, des exercices assez chauds. Moi, j'ai jamais réussi à en faire en entier. Il y a 5 exercices, 5 heures. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est à théorie constante. Donc, c'est plutôt des puzzles mathématiques que de la recherche en mathématiques. Et donc, Google a eu une médaille en AMO. Et juste quelques semaines après, ce papier, qui sont des Chinois. Alors, attendez, je vais essayer de sortir ça. Voilà. On reproduit le résultat qui a été d'ailleurs vérifié. Et ici, en fait, ils ont pris le modèle Gemini 2.5 Pro, qui était le modèle de Google state of the art de l'époque, et ils l'ont juste plongé dans une organisation agentique. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient un premier step. Il y avait un proposeur qui essayait de proposer des solutions, de donner ces solutions à un verifier. Le verifier essayait de vérifier les solutions. Il y avait, je crois, dans le papier, il y a 5 verifiers, ou 5 verifiers. Et le verifier va dire: ah non, je pense que là, c'est un peu un passage en force. Va donner un feedback, va renvoyer la vérification négative au proposeur. Le proposeur continue à tourner et ça tourne comme ça jusqu'à ce que les 5 verifiers disent on est all good, on est tous contents de la solution. Et là, on prend la solution et on la fait évaluer par un humain pour voir si c'est valide. Et en faisant ça, il y a 5 problèmes, ça génère 5 solutions et ça obtient une médaille d'or en AMO, ce qui est quelque chose d'assez impressionnant. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà participé aux AMO ici. On est vraiment nuls. C'est fou. Les Américains sont là, ouais, on est parti. Et ça, c'est un autre papier qui était juste après de Bydance. Bydance, ça fait plein de maths formelles. Donc, les maths formelles, pour rappel, c'est de plonger les maths dans un langage de programmation où on redéfinit toute une axiomatique dans le but de pouvoir vérifier les mathématiques de manière mécanique. Donc l'intérêt, c'est qu'on on plonge les maths dans un exercice de programmation. Parce qu'en fait, le théorème lui-même est un type et la preuve est une implémentation de ce type-là. Et donc là où c'est bien, c'est qu'on peut générer plein d'excès, on peut essayer de générer plein de preuves et le système formel va les vérifier de manière automatique. Et donc eux, ils ont passé des années, Bydance, mais des années, ils ont commencé quand moi j'étais chez OpenAI, à fine-tuner des modèles sur des preuves de Lean. Donc Lean, c'est le système formel que tout le monde utilise en ce moment pour faire des maths formelles et de l'IA. Et un jour, cet été, ils se sont dit on va tout foutre à la poubelle. Et en fait, on va donner à Gemini 2.5 Pro à l'époque aussi, on va lui donner accès à une sandbox qui a Lean installé. Et on va lui donner les mêmes tools qu'un humain. Et on va voir quel résultat on a avec ça. Et en faisant ça, ils ont réussi à avoir des résultats aussi bons qu'avec leurs modèles sur lesquels ils avaient travaillé de fine-tuning sur des problèmes de maths formels pendant des années. Donc ça s'est impressionné parce que là encore, on voit un modèle, on prend le modèle state of the art, on prend sur API, c'est disponible à tout le monde, on plonge dans 100 lignes de code et on arrive à atteindre le state of the art dans un domaine sur lequel il y avait beaucoup de recherches qui avaient été faites. CodeMender, c'était à peu près à la même époque, je crois que c'était en septembre. C'est Google qui sort alors, ils ont un peu raté leur annonce, puisque avec tout ce qui s'est passé depuis, et surtout la semaine dernière. Mais donc, c'était un des premiers à sortir une approche de recherche de vulnérabilité avec des modèles. Encore une fois, c'est pareil, c'est un modèle plongé dans un réseau agentique qui est assez structuré. Ici, il y a un agent qui a accès à un environnement qui va essayer de proposer des vulnes. Il y a un validateur qui essaye de vérifier.
patch review, je ne sais pas trop ce que ça fait, mais j'imagine que ça essaie de vérifier si le POC marche bien, et ça fournit du feedback. Ça tourne jusqu'à avoir des vulnérabilités qui sortent. Aardvark d'OpenAI, c'était octobre de 2025. Pareil, c'est une approche à la recherche de vulnérabilités qui ressemble encore une fois exactement à la même chose. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça a été réalisé hier, c'est accessible en ligne. Je l'ai fait tourner là sur notre... J'ai fait tourner là sur notre repo. Et donc, vous pouvez utiliser... Je pense que c'est exactement ce qui est... Fail. On recommence. Oh. Toujours pas. J'essaie de me reconnecter au call. C'est bizarre. Si tu peux rejoindre le meeting. Ouais. Hop là. Ah. Donc c'est assez intéressant parce que c'est exactement Aardvark tel qu'il a été décrit en octobre et qui est maintenant disponible. Alors ce qui est marrant, c'est que là j'ai reloadé il y a à peu près une demi-heure, une heure. Il était encore en train de scanner. Il était à 1029 commits, là il est à 1151. Il scanne depuis ce matin, ça fait 6 heures. J'ai vérifié quand même que ça ne me coûtait pas des tokens parce que là je pense qu'il en est à au moins $10 000 de spend. Et moi ça me va, si c'est gratuit, j'y vais. Et donc il est en train de scaler notre repo. Et donc, il a vraiment commencé, pareil, à faire un threat model. Donc, en gros, il y a un système agentique, comme je le décrivais là, où il commence par faire un threat model. On voit la petite flèche ici. Ensuite, il va passer ce threat model à des agents qui vont chercher des vulnes. Il s'avère que de manière intéressante, l'approche de Codex Cyber, le bon nom, Codex Cyber, c'est de passer commit par commit. Donc, il prend votre historique pendant 2 mois. Il passe commit par commit dessus et il essaie de trouver des vulnérabilités dans chacun des commits. Ça passe probablement par une phase de validation derrière. Moi, j'ai vu tout à l'heure, il y avait un certain nombre de vulnérabilités. Il y en a certaines qui ont disparu, etc. Et ensuite, ça passe à travers ce système de validation, ça émet des vulnérabilités possibles. Plus récemment, non, alors moins récemment et plus récemment en même temps, Claude, donc leur description d'avoir trouvé plein de vulnérabilités dans Mozilla, c'est pareil, ils prennent Claude Opus. Et là, ils font passer dans un système assez simple, c'est qu'ils font passer sur chacun des fichiers. Donc, ce n'est pas commit par commit, c'est fichier par fichier. Ils y vont en mode sans réfléchir. Ils essaient d'aller trouver des vulnérabilités ou des intérêts, des choses intéressantes dans chacun des fichiers. Après, ils agrègent ça probablement de manière par groupe pour essayer d'aller trouver des vulnérabilités dans un repository. Et ils ont fait beaucoup de bruit avec Claude Mythos. Et c'est intéressant de voir comment ils l'ont axé sur la recherche de vulnérabilités. Un autre exemple, Auto Research de Carpati, un peu pareil. C'est vraiment un script. Donc là, il n'y a même pas vraiment de réseau agentique. C'est vraiment un agent qui a un travail et chercher d'aller travailler contre un résultat vérifiable et qui descend. Ce qui est hyper intéressant dans tous ces papiers et dans toutes ces approches, c'est que dans aucun de ces blog posts, vous pouvez regarder tous les blog posts, il n'y a nulle part marqué le mot training. Ce qui est vraiment un changement qui a eu lieu depuis cet été. Il n'y a plus de fine-tuning de ces modèles-là. Ils ont arrêté de fine-tuner pour s'attaquer au problème. Ils s'attaquent au problème en donnant des tools à des agents et en essayant d'orchestrer ces agents pour en tirer le plus de valeur. Donc ça pose une question intéressante qui est cette hypothèse que le gros des capacités de raisonnement ou de la valeur qu'on va réussir à sortir des agents va venir de l'amélioration des modèles de base, évidemment, mais aussi de la manière dont on va orchestrer ces agents pour réussir à faire une tâche. Et donc, c'est aligné exactement avec les vues un peu actuelles de Noam Brown d'OpenAI quand il parle de multi-agent civilizations, Andrei Karpathy quand il dit de system prompt evolution. Donc, c'est d'arrêter de traîner les modèles, mais juste d'essayer de faire évoluer un peu le contexte ou ce à quoi il a accès. Et puis, c'est très bitter listen pour ceux qui connaissent Rich Sutton de bitter listen, comme quoi plus de compute, plus de compute. Donc, l'idée, c'est de se dire de quoi on a besoin pour essayer quels sont le substrat de base de cette approche à une loupe externe. La première chose, c'est de fournir les bons outils. Et la deuxième chose, c'est de fournir la bonne orchestration entre agents. Il s'avère que pour les outils, c'est un petit peu résolu. On l'a vu dans la présentation de Céline. L'outil universel, c'est l'ordinateur. Et aujourd'hui, n'importe quel agent qui vaut quelque chose, on lui donne une sandbox, on lui donne un ordi, on lui donne la capacité d'exécuter du code sur cet ordi, et c'est le seul outil dont il aura besoin jusqu'à la fin des temps, puisque c'est le seul outil intéressant. Donc MCP avec du web et avec du computer use, c'est un peu l'outil universel sur lequel l'écosystème a convergé, donc il n'y a pas vraiment de problème à résoudre ici. Par contre,
dans chacune des approches qu'on a vues, on peut se demander est-ce qu'il y a une architecture agentique, enfin de réseau d'agents universelle qui pourrait être intéressante. Et donc tout le but de ce talk et du petit projet sur lequel que je vais présenter, c'est d'essayer d'explorer l'idée de se dire ça serait quoi l'orchestration agentique universelle qui marche pour n'importe quel problème. Et donc, je vais essayer de présenter le projet. Donc, ce projet-là, c'est une exploration d'une solution à ce problème-là, d'essayer de trouver une organisation agentique universelle qui prend tous les problèmes. Alors là, ça va être vachement technique. Franck, tu peux venir tenir le micro, s'il te plaît? J'ai préparé une blague. Alors, demander à Franck de tenir le micro, c'est le grand luxe. C'est comme avoir des toilettes en or chez soi. Ça coûte très cher à la minute. Merci, Franck. Parfait. Alors, je vais me connecter sur la machine et je vais lancer une expérience. Donc, un des sujets sur lequel on s'est amusé, c'est la... Tu peux juste zoomer, s'il te plaît? Tu peux zoomer? Oui, je vais zoomer. Oui, merci. Ouais. Un des sujets sur lequel on a pas mal expérimenté, c'est la recherche de vulnérabilité. C'était quelque chose qui n'était pas trop à la mode en septembre, octobre, qui est devenu très à la mode récemment, mais qui est intéressant parce que c'est un problème qui est un peu de type NP complet. Donc exactement les problèmes qu'on aime bien, c'est très dur à chercher, assez facile à vérifier. C'est-à-dire que vous allez chercher pendant longtemps, mais une fois que vous avez trouvé un truc, il est plutôt facile à vérifier. Donc ça se porte bien à ces problèmes de recherche un peu intensive. Donc en gros, Search, c'est quoi? C'est un système, et il y a une UI qui vient avec, où on crée des expériences. Et ces expériences ont deux choses. C'est le profil de l'agent, donc c'est lui donner un peu un prompt. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais zoomer. Hop. Alors, on va zoomer encore un peu. Donc par exemple, le prompt de sécurité, il est là. C'est un prompt assez long qui explique ce que c'est d'être un bon chercheur en vulnérabilité. Il explique aussi un peu tout le système dans lequel est plongé l'agent. Il explique comment créer son report et il donne quelques exemples de bons reports de vulnérabilité. Il donne aussi accès au Dockerfile, parce que la deuxième définition d'un agent, c'est le Dockerfile qu'on lui donne. Donc si je vais chercher le Dockerfile security, on essaie de donner les outils qui sont typiquement intéressants pour faire de la recherche de sécurité. Donc il y a les outils pour travailler avec l'ordi typique, mais aussi un fuzzer, un QEMU pour simuler des OS, etc. Et on lui donne aussi pour ceux qui sont experts, du FreeDA, du R2Pipe, etc. Donc c'est tous les outils un peu typiques d'un bon chercheur de vulnérabilité. Donc ça, c'est la définition de l'agent. Et ensuite, un problème, c'est assez facile. C'est la question qu'on lui pose. Et donc, on peut poser les questions qu'on veut. La question qu'on peut poser ce soir, c'est par exemple d'aller chercher des vulnérabilités dans le code source qui a leaké de Cloud Code. Puisque comme il est leaké, il était privé, que s'il était privé, c'est qu'ils avaient. Alors, on peut imaginer qu'ils faisaient tourner leurs agents dessus, mais on peut se demander s'il n'y a pas des vulnérabilités dedans. Ou sinon, on peut faire Codex, c'est comme vous voulez. Qui veut faire Cloud Code, qui veut faire Codex? Celui qui a leaké il y a 2 semaines. Non, le vrai qui a leaké. Ah oui, mais il y a quelqu'un qui l'a copié, qui l'a mis sur GitHub. Non, rien de celui-là, il est encore live. Je suis peut-être tombé sur le bon, mais... Ouais, mais je crois vraiment que celui-là, c'est le vrai. Regardez, il a été posté il y a 2 semaines, il est encore propre. Je suis... Alors, tu me mets le doute, hein, Céline, mais si tu veux, on fait Codex, du coup. Tu peux pas lancer les deux en Je parallèle? crois que c'est le vrai. Tu peux pas lancer les deux en parallèle? Ah ouais, ça va me coûter cher, mais ouais, on peut. Tu vas mouiller la chemise, Franck, je suis désolé. On peut tenter de lancer les deux en parallèle. On va mettre un peu moins d'agents parce que je ne suis pas sûr que j'arrive à monter à... Je voulais mettre 8 agents sur chacun des trucs. On va en mettre un peu moins, mais on va le faire. Vous restez avec moi. Je vais essayer de marcher, de faire mon travail avec le clavier. Donc la commande, c'est quoi? C'est... Donc on ne voit pas, évidemment. Hop, on ferme ça. Donc je crée une expérience qui est... donc je lui donne un petit nom, Cloud Code, et je lui donne le problème Cloud Code. Et comme on l'a vu il y a 2 secondes, le problème Cloud Code, c'est... Pardon. Le problème Cloud Code, c'est assez simple, hein, c'est de lui dire juste... je ne vais pas y arriver. Allez, on recommence. Cloud Code. Alors, c'est de lui dire... pardon, je vais te libérer 2 secondes. Le but, c'est de faire de la recherche white hat en cybersécurité pour strengthen la sécurité du système.
blablabla, on va tout donner à Claude Code si on trouve des choses, t'inquiète pas. Ça, c'est en gros pour passer les filtres de modération des modèles. Filtres qui, de manière très intéressante, se sont complètement abaissés depuis septembre. C'est qu'en septembre, c'était très dur de faire attaquer un modèle, un projet open source, par exemple. Si tu lançais sur FFmpeg, il disait « Ah, FFmpeg, je ne touche pas, trop dangereux ». Et si tu lançais sur un projet perso, il y allait gentiment. Et depuis quelques mois, mais alors les filtres, zéro, quoi. Et la bataille est ouverte et les modèles y vont, mais sans aucun problème. Opus 4.6, GPT 5.4, ils y vont sans se poser aucune question. Donc on lui dit quand même ça pour le rassurer. On lui dit clone le truc et recherche des vulnérabilités qui sont au moins CVCSS 8, donc c'est en gros d'une classification un peu haute. Donc l'expérimentation est créée, j'écris une petite expérimentation, et là je lui donne, du coup on va se donner 2 agents. Donc là, je mets un agent Opus 4.6 ici. Là, je vais mettre un agent GPT 5.4 pour s'amuser. Donc là, il est en train de créer des sandbox sur la machine pour donner à chacun de ces agents. Ça prend juste quelques secondes. Et ensuite, on va préparer la commande run all. Ça va être du coup 2015 code. Ok, donc les sandbox là, il y en a 2 qui ont été créés ici. Ah, il y a une typo. Ok. Et donc on va relancer dès que ça a fini. Allez. Hop là. Et donc là, on peut lancer l'expérimentation et on va mettre que 2 reviewers. Et je vais essayer de vous expliquer. Donc, on va laisser tourner ça sur le côté. Vous allez voir plein de choses se passer. On va mettre ça ici comme ça. Et on va aller sur le site en question. Donc, il y a cette expérimentation qui a été créée. On a des petites métriques qui nous donnent des informations sur l'expérimentation. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans une expérimentation? Merci, Franck. Donc, dans cette expérimentation, il y a donc des agents. Les agents, ils ont, comme je l'avais dit, leur profil et leur sandbox. Et l'idée de Search, c'est de permettre à ces agents de collaborer à travers un système de publication. Donc là, il n'y en a pas encore puisqu'ils viennent de se lancer dans le travail. Mais l'idée, c'est de se dire quel est le système le plus simple et pur qu'on utilise, nous, en tant qu'humains, pour collaborer sur des sujets compliqués. C'est la recherche académique. Et donc, c'est le fait de pouvoir publier quelque chose, que cette chose-là soit reviewée, et que ce faisant, le knowledge se dissimule, se propage dans l'organisation des agents ou des chercheurs. Et donc, les agents, ils ont quoi comme tools? Ils ont une web search, ils ont accès à une sandbox pour exécuter des commandes, ils ont un jeu de tools pour interagir avec le système de publication, ils ont un jeu de tools pour, parce que c'est drôle, éditer leur propre système prompt. Donc, c'est une manière pour eux d'apprendre ou de noter les choses, même si aujourd'hui, les agents sont plutôt post-trainés à créer des fichiers Markdown sur la sandbox pour prendre des notes. Et enfin, ils peuvent aussi émettre une solution qui est une moyen de dire, de toutes les solutions qui ont été publiées jusqu'à maintenant, je pense que c'est celle-là la plus intéressante. Et donc là, il est en train de tourner. Bon, finalement, on ne va pas faire tourner sur Codex, ça ne va pas prendre plein de temps. Et de toute manière, on n'a pas le temps, donc je vais vous montrer le résultat de Claude Code que j'ai fait tourner avant. Mais en gros, là, comme vous pouvez voir, il est en train de tourner, il est en train de cloner, il est en train de regarder les fichiers, il va regarder, bref, il va explorer, quoi. Et ce faisant, à un moment, il y a peut-être un agent qui va créer une publication, qui va être du coup, on va envoyer une notification aux autres agents pour se dire « arrête ton travail et va la reviewer ». Et il y a ce système qui se met en place et des publications qui se font générer. Donc, si on regarde une expérimentation de passé, tac, Claude, code, je l'ai runné il y a longtemps, désolé, c'était il y a 10 jours. Et donc, cette expérimentation-là, en gros, j'ai dû la faire tourner pendant 1 heure, j'imagine, avec 8 agents. Désolé, ça prend un peu de temps parce qu'on reload toute la dépense de tokens. Ça m'a coûté $900, donc c'est un petit prix quand même. Si on regarde les publications, là, on peut voir du coup l'ensemble des publications. Donc, il y en a qui sont passées avec des strong accept, il y en a qui ont été rejected. Chacune des publications essaye, d'après le prompt, si on en regarde une, de montrer quel est le code vulnérable, de donner un attaque scénario, de donner un proof of concept, etc. Et donc, le système de solution ici est assez intéressant. Bon, alors là, il est moins intéressant sur celui-là parce qu'on voit qu'il y a plein de trucs intéressants, donc les agents ne savent pas trop où donner de la tête. Mais sur d'autres problèmes plus saillants, on voit souvent des solutions qui émergent et qui, pour l'humain, vont être assez intéressants parce qu'on n'a pas besoin de regarder toutes les solutions, toutes les publications qui sont générées. On peut se concentrer sur celles où les agents ont dit je pense que c'est celle-là la plus pertinente.
Et donc, si on regarde sur les publications qui ont été générées sur Cloud Code, si on va regarder celle-là, la première, repository control pass before authentication. En gros, il y a le mode -P de Claude. Vraiment, l'utilisez pas, quoi. Mais vraiment, l'utilisez pas. En gros, quand vous faites -P, donc c'est le mode print, donc c'est-à-dire que ça lance pas Cloud Code, ça fait juste une loupe d'interaction et ça print juste dans std-out. Il est complètement buggé. En gros, ils font aucune prévalidation des serveurs MCP, des pre-flight exécutions des serveurs MCP. Donc, si vous faites Cloud Code -P sur un repo malveillant, vous êtes pawné, mais instantanément. C'est-à-dire qu'il y a tout qui s'exécute sans aucune vérification. Alors, personne n'utilise le -P, donc c'est pas trop grave, c'est pour ça que c'est encore là. Mais c'est intéressant parce que depuis que le repo de Cloud Code a été sorti, il y a des CVE qui sont sortis publiquement qui décrivent exactement ça. Donc voilà un peu ce qu'est Search. Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette capacité de prendre n'importe quel problème. Donc on peut le lancer sur des problèmes de physique quantique, on peut le lancer sur des problèmes de maths, on peut le lancer sur des problèmes, sur le problème que vous voulez. Et cette architecture de publication, de review et d'avancement permet de s'attaquer à un peu n'importe quel problème. Notamment, alors ça c'était on va le regarder tourner parce que c'est beau. Ça c'était au moment où on a commencé à s'amuser avec ça, avec un copain qui est aussi de l'X et qui aime beaucoup la sécurité. Genre en septembre, on commence à bidouiller un peu avec, on le lance sur Tor et on trouve mes 2 vulnes mais magnifiques. Donc c'était 2 vulnes qui faisaient à peu près la même chose, qui permettaient à n'importe qui de faire tomber toutes les nodes de sortie de Tor. C'est-à-dire que Tor, je ne sais pas si c'est un réseau qui permet d'anonymiser le trafic. Il y a des nœuds de sortie, c'est les nœuds qui vont faire la requête finale vers le serveur. Et les 2 vulnérabilités permettent à n'importe quel client de faire tomber les nœuds de sortie de manière arbitraire et sans aucun délai et sans aucune probabilité. C'est-à-dire qu'on les faisait tomber de manière systématique. Donc, c'est-à-dire que cette vulnérabilité permettait de faire tomber Tor, le réseau Tor entièrement jusqu'à ce qu'il le patch. Donc évidemment, comme on était des chercheurs de vulnes responsables, on les a mis sur HackerOne et elles ont été acceptées. Ils nous ont même payé 1 000 $ pour chacune des vulnes, qui couvrent à peu près le coût des tokens. Ce qui est intéressant dans tout ce domaine-là, c'est que quand on parle de la outer loop, la recherche est un peu accessible à n'importe qui, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir une infrastructure de training. Vous avez juste besoin d'une clé OpenAI ou Anthropic, ou Mistral, ou Google, pour utiliser des modèles qui sont extrêmement forts et essayer d'explorer un peu, d'un point de vue recherche, ce qui est possible de faire quand vous les organisez et que vous les agencez de manière intéressante. Et je pense qu'on est aussi au tout début, on est juste en train de scratcher. Quand vous voyez toute la liste des méthodes qui ont été montrées publiquement depuis quelques mois, elles sont toutes très custom, très spécialisées à un certain use case. Donc je pense qu'il y a déjà réappliqué ça à plein de use cases différents, mais aussi essayer, par exemple, comme nous on l'a fait, d'aller chercher un peu des approches plus universelles. Donc voilà, vous pouvez explorer le repo sur Searched. C'est vraiment une exploration. Et je vous laisse aussi un certain nombre de liens qui ont à voir avec tous les papiers qui ont été décrits. Merci beaucoup. Question ? Oui, désolé, c'est plus proche. Oui, bonsoir. En quoi ça peut servir à faire de la physique? Je n'ai pas compris le lien entre... Alors moi, je me prends d'une petite side quest d'essayer de comprendre quantum computing. Donc je lis le livre de Nielsen et Wang, Quantum Computation and Quantum Information. Et en quantum computing, c'est la physique et des qubits, c'est assez simple, mais ce qui est assez dur, c'est d'aller trouver les algorithmes qui te permettent de sortir l'information du système quantique. Parce que le système quantique a l'information parfaite, mais c'est l'algorithme pour aller le sortir sont assez compliqués. Par exemple, pour faire la factorisation de nombre premier, tu vas faire une phase estimation du nombre. Et en fait, t'as pas le droit, la nature ne te laisse pas sortir l'information d'un coup. Et donc, tu as plein de tricks pour aller chercher un bout d'information qui va te permettre d'accélérer la computation comparé à la computation classique. Donc, tout ça pour dire, c'est que, par exemple, c'est un problème, c'est un environnement. Les mathématiques sont assez simples, hein, c'est de l'algèbre linéaire assez simple, mais les algorithmes à trouver sont assez compliqués. Et le nombre de personnes sur Terre qui cherchent ces algorithmes-là n'est pas si grand que ça. Il s'avère qu'on a plein en France et c'est cool. Mais tu pourrais très bien imaginer lancer des agents là-dessus pour essayer d'aller chercher des algorithmes nouveaux pour répondre à des problèmes que tu pourrais attaquer avec du quantum computing. En gros,
On pense que quantum computing, tout tourne en parallèle et donc tu peux paralléliser et donc accélérer complètement n'importe quel problème. C'est pas du tout vrai. Il n'y a que des classes petites de problèmes qu'on sait faire. Et un des locks, c'est l'algorithmique. Et tu as encore des découvertes énormes sur « Ah tiens, j'ai trouvé l'algorithme, c'est en passant par la porte de droite, en haut à gauche, en faisant une petite danse. » Tu arrives à sortir le bon bit, la bonne information pour en fait accélérer un problème hyper intéressant. Donc c'est un exemple, c'est vraiment comme faire de la recherche. Mais du coup, question, comment est-ce qu'on définit l'espace de recherche pour les agents? Et en parallèle, comment est-ce qu'on définit, par exemple, dans ton cas, les reviewers? C'est quoi les conditions qu'ils doivent check? Bah, en fait, là, le système est parallèle puisque l'agent est en même temps chercheur et reviewer. Donc, on essaie de lui donner un prompt pour lui dire c'est quoi un bon. Pour la vuln search, en gros, c'est juste purement prompté. Hein. C'est quoi un bon POC? Un bon POC, c'est un POC qui est reproducible. Les agents sont plutôt mauvais aujourd'hui encore à faire des bons POC, c'est-à-dire qu'ils trouvent des vulnes, ils trouvent des endroits. Et après, ils te bullshit un peu en disant ah, mais c'est facile, regarde, je t'ai écrit un petit programme qui appelle juste cette fonction. Mais cette fonction, en fait, elle est 3 niveaux en dessous et tu ne peux pas l'accéder de cette manière-là. Donc, faire un POC reproducible réel, c'est important. Et donc, prompter les reviewers à dire bah, review le POC et essaye de t'assurer qu'il est reproducible. C'est un exemple de vuln search. Mais c'est un système qui est très AI pilled. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système. Juste, le but, c'est de laisser tourner. Dans le cas de faire si on appliquait ça avec des maths formelles, tu donnerais juste l'in. Là, dans ce cas-là, tu aurais un système, tu aurais vraiment une vérification formelle, donc tu aurais quelque chose qui vérifierait vraiment. Mais je pense que l'idée, c'est juste de se baser sur le fait que l'agent va être capable en même temps de chercher, mais en même temps de vérifier ce que d'autres agents ont trouvé. Et donc, il n'y a que ça, de cette manière. Si le claim, c'est que du coup, vous avez trouvé une orchestration un peu générique, universelle, qui s'adapte à tout, est-ce que vous avez testé du coup sur des benchmarks où des gens ont utilisé une autre orchestration plus spécifique, genre AMO? AMO, je ne sais pas si ce serait faisable, mais pour comparer les résultats. Ouais. En général, je pense qu'aujourd'hui, tu te fais encore battre par une orchestration spécifique. Pourquoi? C'est parce que quand tu vas. En gros, ça, c'est le but, c'est d'appuyer l'accélérateur à fond sur. On donne toute puissance à l'agent, on réfléchit plus, on met un harness vraiment minimal. Donc vous avez tous. Harness a été défini, donc c'est parfait. On met un harness minimal et on met à fond sur le côté. On donne toute puissance à l'agent, quoi. Comme ces agents sont encore faillibles de plein de manières, en gros, ils sont hyper, comme on dit, ragged. C'est-à-dire que quand ils sont sur certains endroits, ils vont être hyper forts, meilleurs que toi et meilleurs que la plupart des humains. Et tu vas juste à côté et tu tombes dans une énorme vallée où ils sont bêtes comme des cons, quoi. Et c'est hyper bizarre parce que ça te paraît être un peu la même tâche et elle est juste un peu adjacente et tu tombes dans une vallée de capabilité alors que juste à côté, tu es sur une montagne de capabilité. Et donc cette ragness fait que avoir un système beaucoup plus spécifique à la tâche va te permettre de compenser un peu ça, tout comme tu vois, on disait en 2018, la phrase qui faisait rire tout le monde, c'était la fin de la phase des modèles d'image. On disait qu'à chaque chercheur en image processing que tu enlevais d'une équipe, tu avais les résultats qui s'amélioraient. Parce qu'en fait, tu enlevais la spécificité dans l'algorithme que tu utilisais pour faire de la reconnaissance d'image, tu laissais s'exprimer le neural net, et je pense qu'on va rentrer dans une phase un peu pareille. Moi, mon pari, c'est qu'en fait, un système comme ça, vraiment pur, d'une certaine manière, va permettre aux agents, au fur et à mesure où ils s'améliorent, de s'exprimer beaucoup mieux que dans un système spécifique. Aujourd'hui, c'est pas encore vrai. Toi, sur ArcGI, si tu fais un truc spécifique, tu as des meilleurs résultats. Il y a plein de manières qui montrent qu'ils sont faillibles. Par exemple, la courbe de, on a fait un peu de recherche. La courbe de capacité en fonction du nombre d'agents est hyper surprenante. C'est-à-dire que tu perds 2 agents, ça marche bien. Tu montes à 4 agents, ça marche mieux. Tu passes à 8 agents, ça se réécroule, quoi. Et tu fais ça par budget, donc ça fait des chapeaux. Alors que tu voudrais espérer, tu pourrais comprendre un chapeau à budget contraint parce que comme tu mets plus d'agents, il y a plus de collaboration, mais à budget constant, tu devrais avoir moins de résultats d'une certaine manière. Mais tu aimerais bien que ton chapeau se transforme petit à petit en un truc qui monte. Et en fait, pour l'instant, pas du tout. Et ça montre juste que tu tombes dans la faillibilité de ces agents-là parce qu'il n'y a aucune raison systémique que ça ne soit pas le cas, quoi. Peut-être qu'avec GPT 5.5 ou Claude Mythos, tu vois, la courbe va être complètement différente. C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller directement vers le système pur. Ça te permet on met un nouvel agent, un nouveau modèle dedans et tu auras directement l'évaluation sans tout refaire. Ok, alors je suis ici. Désolé, il y a une question. Alors on va parler maths, parce que ça m'intéresse particulièrement ce que vous avez dit.
Alors, il s'est passé un truc cette nuit, c'est que GPT 5.4 Pro a one-shot un problème en théorie analytique des nombres juste sur le site chatgpt.com. Ça a fait beaucoup de bruit parce qu'il y avait un prof de Stanford qui bossait dessus depuis 6 ans et demi et un autre qui était Medai Fields. Et le fait que juste sur le site OpenAI, on puisse, avec 1 heure de reasoning, résoudre un problème comme ça, d'ailleurs problème qui a ouvert une énorme perspective selon Terence Tao, m'a donné envie d'aller peut-être, alors pas Céline, acheter l'abonnement pro pour GPT-5. Il se passe un truc, c'est que actuellement, quand je prompte Gemini 3.1, il fait une erreur par compte, donc il m'enlève des signes, il m'enlève plein de trucs. Donc ça fait depuis quelques semaines que j'essaie de résoudre un problème assez complexe et j'arrive pas trop. Donc là, j'ai vu votre démonstration avec cette histoire de publication, c'est super intéressant parce que du coup, ça permet de reviewer chaque résultat, etc. Sauf qu'il y a un truc, c'est que ça coûte cher. Donc tout à l'heure, je suis allé sur le site de ChatGPT et donc forcément, si je suis sur le site chatgpt.com, là, j'ai token illimité, je peux faire ce que je veux. Par contre, avec l'API, ça coûte vraiment très très cher. Sauf qu'il y a un truc qui s'est passé aussi il y a 2 semaines, c'est qu'il y a Gemma 4 qui est sorti. Et Gemma 4 a des capacités qui sont quand même assez surprenantes par rapport à la taille. Et donc moi, ce que j'aimerais avoir, en tout cas mon rêve, c'est d'avoir... donc moi, j'ai un problème à résoudre assez complexe en Phistat, d'ailleurs qui est très lié, qui a un problème de deep learning théorique. Et j'ai la big picture high level, mais j'ai 1 milliard de calculs à faire. Et j'aimerais qu'en quelques semaines ou quelques jours, ce soit plié plutôt que quelques mois. Et donc, quand j'ai vu votre démonstration, je me suis dit, ah ben super, est-ce que si je mets Gemma 4 et que je fais tourner ça sur mon PC gamer, demain matin, mon problème est résolu avec tous ces agents entre eux et ça m'aura coûté 0. Donc voilà, ma question c'est ça. Ça t'aura coûté ton PC et ton électricité, mais pas 0. Mais... alors les modèles open source sont trail assez bien en ce moment. C'est intéressant de se poser la question de quelle est la dynamique actuelle versus plus tard. Aujourd'hui, tu prends les modèles open source, on peut dire en se regardant en face qu'ils qui sont derrière de 3 à 6 mois, donc c'est vraiment pas mal, quoi. Nous, on a fait pas mal d'expérience avec GLM 5.1, avec Kimikado Thinking, les deux sont assez bons. Il y a quand même toujours un delta substantiel, en tout cas sur pas mal de problèmes, mais ça vaut le coup évidemment d'essayer. Je pense que tu as des vraies capacités avec des modèles open source en effet. Donc je pense que oui, carrément. Et en fait, ces modèles open source, tu les prends par API, ils coûtent vraiment pas grand-chose, ce qui est intéressant aussi. C'est-à-dire que tu fais tourner, quand je fais tourner un truc comme ça, là, je ne sais pas combien on a dépensé, on a dû dépenser 50 balles. Sur 1 heure, ça va coûter $1000. Tu fais tourner ça sur Kimikado Thinking, ça te coûte $50. Donc c'est encore un peu d'argent, surtout pour un chercheur en physique statistique, j'imagine. Mais ça coûte quasiment plus cher. C'est le prix d'un bon resto. Donc c'est clair qu'on est sur le point d'avoir des vrais unlocks, je pense. Hein, c'est intéressant. C'est le prof, c'est qui? Parce que j'ai une rumeur comme quoi Wong Hang qui est Medai Fields ou qui est bientôt Medai Fields. James Miller, ok. Ouais. Et Wong Hang, apparemment, qui est hyper connu, il me semble, je raconte pas de conneries, apparenté à l'IHES ou je sais pas quoi. J'ai entendu dire des réseaux de l'IHES se disaient se demandait vraiment ce qu'était son rôle en tant que mathématicien depuis qu'il avait. Alors je me dis comme ça, ce que j'ai entendu, c'est du second hand, faut pas faire confiance. Depuis qu'il a essayé un modèle privé qu'OpenAI lui avait donné il y a quelques temps. Et donc ça pose des vraies questions, hein, parce que tu. Enfin, il n'y a qu'à voir le métier de développeur, il a été complètement transformé en quelques mois, quoi. Complètement transformé. On était, il y a en fin novembre, et on parle de toi après même ces explorations. Fin novembre, on tapait encore du code. Nous, on est 30 développeurs chez Dust. Aujourd'hui, on est juste entrée. Et ça va arriver. Les maths sont clairement un target depuis toujours. Toi, moi, chez OpenAI, de 2019 à 2022, je bossais sur les maths, quoi, à fond. Et c'était hyper aligné avec la mission d'OpenAI. C'est normal. Donc, c'est clair que il va se passer des trucs. Attends, excuse-moi, pardon. Ouais. Peut-être il y a 2 autres questions, puis après on ira au cocktail. Aujourd'hui, l'open source est juste derrière, donc il y a plein de résultats super à avoir. C'est comme si tu te téléportais 3 mois en arrière et tu as les mêmes résultats. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Ma question, c'est comment est-ce que vous adressez le problème de la diversification dans votre harness et comment est-ce que vous incitez les agents à explorer beaucoup de pistes différentes et pas à stagner dans un maximum local? Ouais, c'est vrai qu'ils ont tendance à un peu converger. Une manière simple, c'est tu pourrais dire, si tu es un labo et que tu as plein de ressources, tu pourrais dire j'explose le nombre d'agents parce qu'en fait, si tu as la dissémination de l'information dans le réseau, elle passe par le système de review. Donc, si tu demandes 3 reviews par publication et que tu as 500 agents, l'information qui a été produite à cet endroit-là pour se disséminer à l'autre bout du réseau, elle va prendre vachement de temps. Donc, en explosant le nombre d'agents, ça devrait répondre à ce problème-là. Le problème, c'est que, aussi, comme je l'ai dit, plus tu augmentes le nombre d'agents, moins bons sont les résultats en pratique. Mais en fait, c'est comme tout. Tu ne sais pas ce que tu vas avoir quand tu scales un peu au niveau suivant. Alors, par exemple, moi, je n'ai pas les fonds sur moi en perso pour aller faire un run à 500 000 balles. Ça me ferait plaisir, ça serait marrant. Mais si ça se trouve, il se passe des choses très différentes quand tu mets 500 agents. Ouais, merci Stan. Et tout à l'heure, tu as dit que la recherche en maths, c'était très aligné avec les missions d'OpenAI où tu étais il y a quelques années. J'étais il y a quelques années. Et du coup, est-ce que Search, c'est très aligné avec les missions de Dust? Et en gros, est-ce que tu vois un lien business à moyen terme avec Dust ou... Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est juste un projet sur on the side pour le fun, qui grattait d'une certaine manière. Alors, je pourrais te faire une réponse complètement opposée, mais en vérité, pas du tout. Aujourd'hui, Dust, tu vois, on parle. Je ne sais pas si je devrais dire ça, mais c'est pas grave. Nous, on travaille beaucoup avec des tech scale-up, avec de ce type-là, des boîtes comme nous, un peu d'une certaine manière. Et c'est vrai que le travail de la plupart des gens qui travaillent dans ces boîtes-là, c'est du travail qui est assez. Même le travail de dev, comme j'ai dit aujourd'hui, c'est un travail où tu regardes une machine tourner et tu y parles de temps en temps. Mais la plupart des choses qu'on fait au jour le jour, ce n'est pas des choses où il faut qu'on aille marcher dans la rue, réfléchir pendant 1 heure pour avoir le moment de Eureka. Donc, dans notre population de clients aujourd'hui, il n'y a pas du tout de connexion avec de la R&D assez forte et profonde pour que ça ait une valeur business aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de connexion. Tu pourrais imaginer que demain, si dans nos utilisateurs, il y a des gens qui ont plus ce besoin-là, pour y avoir une connexion. Mais aujourd'hui, c'est complètement séparé. Ok. Merci. Ouais. Et je vous propose de remercier encore une fois Stan. Merci. Merci beaucoup.